Hello et bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Vous excuserez ma tête ce matin. Je suis toute rouge parce que j'ai fait du vélo pendant 30 minutes et je me suis bien donnée. Et je rougis très vite du visage. Et je brille parce que je me mets beaucoup de crème. Parce que j'ai une réaction allergique en ce moment-là. Avec les pollens et tout, j'ai la peau qui démange. Voilà, donc on fait abstraction de la tête, on va parler de lecture. Et je vous prends aujourd'hui parce que c'est le moment de piocher mon 10e livre. Mais avant ça, je vais vous montrer ce que je suis en train de lire. Alors, on va aller assez vite parce que ce sont des livres dont je vais vous parler, je pense, dans ce carnet de lecture, ils vont certainement être terminés. Déjà, dans mes oreilles, j'ai Le Cercle de Bernard Minier, qui est le 2e tome de la saga Martin Servaz, et j'en suis là. Les livres audio, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, je ne vais pas écouter de livres audio. Par contre... mercredi, oui, le mercredi souvent j'écoute mon livre audio et jeudi j'ai une séance de teinture assez importante, donc je vais dégommer Le Cercle, c'est sûr. Donc celui-là je vous en parlerai bientôt, donc c'est un thriller, polar thriller, qui est très sympa. En essai au long cours, je suis en train de lire Mangeuse de Lorraine Malka, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès. Et on est chez les Pérégrines. Et je pense que dans ce carnet de lecture, effectivement, il sera aussi terminé. Je pourrais vous donner mon avis. Assez intéressant, franchement, comme essai. Ça me plaît beaucoup. Ensuite, je suis en train de terminer Les Piliers de la Terre. Il me reste une centaine de pages. Ça sera ma lecture principale. Là, je veux le finir. Quand on est à 100 pages de la fin sur un roman comme ça, j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer et je suis à fond dedans. J'ai envie de le terminer. Donc, on en parle en détail quand il sera terminé. Après je vous dirai, parce que j'ai commencé il y a un tout petit peu Livre Maria, mais en fait j'ai commencé celui-là qui est un de mes 10e livres, mais je vais le reprendre sérieusement quand j'aurai fini Les Piliers de la Terre. Sur ma table de chevet, j'ai Le Déversoir d'Arthur Teboul aux éditions Segers, qui sont des poèmes en prose. Voilà, donc je les avance 30 pages en 30 pages, j'en suis là, il sera lu aussi. Et il faut que je le termine parce qu'après je vais lire Les Contes de la Bécasse dans ce genre-là. Et je vais terminer bientôt le 2e tome de Death Note. Dans ma vidéo de la semaine d'amis, je vous disais que ça rame un peu. Mais là, je l'ai repris ce matin et il se passe un truc. Et voilà, donc là j'ai envie de savoir plus. Seul livre terminé entre les deux, j'en avais marre de Death Note, donc j'ai fait une petite pause Chat des rues avec le tome 2, Hachi et Maruru, chez Doki Doki. C'est de Yuri Sonoda, qui est une mangaka, et c'était trop chou. C'était trop chou. C'est quand même assez, ça dénonce un peu le fait que le chat est un animal que l'on laisse se reproduire en fait à l'extrême, et en fait il n'y a pas assez de place pour s'en occuper, donc on parle des refuges, on dénonce un peu la façon dont les chats errants sont obligés de se voir mourir parfois, donc c'est quand même assez revendicatif, mais c'est très chouette. Et puis l'histoire, là dans ce 2e tome, ils vont se retrouver en fait dans un refuge. Eux qui sont habitués, enfin en tout cas pour Maruru, c'est lui. Non, c'est pas Maruru, c'est Hachi. Hachi, il n'est pas du tout habitué, c'est un chat errant depuis qu'il est tout petit, donc il a très très peur des hommes. Maruru, lui, était domestiqué, puis ensuite s'est retrouvé à la rue, donc lui, il n'a pas peur des hommes, et donc leurs réactions sont différentes, mais c'est assez touchant la façon dont les hommes veulent s'occuper des animaux, mais on se rend bien compte que les animaux ont peur, en fait, concrètement, des hommes au départ, quand ils ne sont pas domestiqués. Donc c'est très intéressant, et le personnage de la jeune fille qui s'occupe très touchant. Le garçon aussi, donc je pense qu'il va se passer des choses, je ne sais pas ce qui va leur arriver, mais s'il y a la suite à la bibliothèque, on prendra. Donc, c'est le moment de piocher. Je vais retourner la caméra. Ok, alors on va aller dans ma pile à lire. Et c'est parti pour un livre au hasard, hein, avec les règles que j'ai mises en place. Ah ben très bien, c'est très court. Ça ira très bien. Ok, je dis oui, donc ça sera le prochain. Donc là, ce sont des nouvelles, on peut aller voir.
Des petites nouvelles. Un étranger, bref. 4 nouvelles au goût amer, 4 textes marqués par le mal qui ronge le cœur des paysans. Donc on va voir ça, hein, on en reparlera une fois que ce sera lu. Hello, je vous accueille avec le soleil. J'en profite parce qu'il y a 10 minutes, c'était une averse de grêle. Donc là, il y a un peu de soleil. Je vais me décaler un tout petit peu. Voilà, donc on va parler un petit peu des livres lus. On est samedi et j'ai pas pris le temps de vous prendre sur ce carnet de lecture beaucoup, donc on va y aller. J'ai fini Les Piliers de la Terre de Ken Follett, édité ici au livre de poche. Une belle bricasse qui fait à peu près 1060 pages, quelque chose comme ça. Mais c'est une brique qui est longue à lire, ça, il faut le dire, parce qu'en plus, en édition poche, on est sur des caractères un peu serrés, hein, avec des blocs de lecture, mais c'est passionnant. C'est passionnant, donc il n'y a pas de... J'ai pas eu de sentiment de... c'est long. J'ai pas eu de sentiment de longueur ou de répétition. J'ai beaucoup aimé ma lecture du début jusqu'à la fin. Ce qui fait que on prévoit déjà de lire le second tome. Je vous mets la photo ici, je me souviens plus comment il s'appelle. Ah, je me souviens plus. Bref, qui est aussi long, voire plus. On va certainement le lire en juillet. Si ça vous intéresse de lire le tome 2 avec nous, on va l'organiser sur le Discord. Le lien est dans la barre d'infos si ça vous intéresse de nous retrouver. Donc, on a adoré sur le Discord, on a pas mal papoté dessus. Je crois qu'il y en a certaines qui n'ont pas encore terminé, donc ça prend fin là dans les quelques jours à venir. La LC, c'était bien de faire ce découpage, de se motiver parce que c'est quand même assez long à lire. Donc ça se motive de voir que les autres avancent, donc ça permet de rester un peu dans le rythme. J'en ai déjà parlé dans les autres vlogs créatifs et notamment dans ma semaine à 1000. C'est un roman historique qui se passe au Moyen-Âge, dans lequel on va suivre plusieurs familles, qui vont se retrouver notamment autour de la construction d'une cathédrale. Donc on va avoir un prieur, le prieur Philippe, qui va se retrouver à en fait devenir prieur et comment on dit, il n'est pas évêque, mais à devenir le prieur de la cathédrale de Kingsbridge. On va suivre parallèlement, alors au départ on suit Tom qui va rencontrer Hélène sur son chemin. Tom, il est accompagné de sa femme qui va accoucher. Lui, c'est un bâtisseur de cathédrale, son métier c'est vraiment ça. Il a souvent dit non à des constructions d'églises parce qu'il a vraiment, ou de maisons, parce que son ambition c'était vraiment de construire une cathédrale. Là, du coup, il a mis un peu en galère sa famille, donc ils partent sur les chemins avec leurs 2 enfants et leur femme qui est enceinte. Sa femme, pas leur femme, leur mère. Et donc pendant cette galère, ce voyage à pied, elle va accoucher en fait dans la forêt. Le bébé va naître, aidé de Tom, et malheureusement elle va pas s'en sortir. Donc ils décident, vu qu'ils sont vraiment c'est vraiment une période de pénurie. Au départ, il décide d'abandonner le bébé sur la tombe de sa mère. Et il part très très vite, il va vouloir revenir sur ses pas parce qu'il va s'en vouloir. Et que malgré tout, c'est quelqu'un qui a du cœur, malgré les difficultés de vie de l'époque.
Et donc il tente de revenir sur ses pas. Malheureusement, le bébé n'est plus là. Et il va croiser sur sa route Hélène. Hélène qui est une femme qu'on croise dans le prologue. Je vous en ai déjà parlé, mais je préfère pas trop vous en dire. Cette femme est assez mystérieuse. Elle a un enfant qui a à peu près le même âge que les enfants de Tom. Et il va avoir une attirance très rapide malgré le décès de sa femme pour cette femme qui a une emprise sur lui. Et inversement, au début on ne comprend pas trop ce que ressent Hélène, mais en tout cas elle lui dit que son fils a été recueilli dans une église, dans un prieuré, et, avec des moines. Et en fait il va se rendre compte sur place qu'effectivement c'est vrai, et donc que son fils est protégé de la famine et il va le laisser là. Et finalement, dans le prieuré, il y a le prieur Philippe qui lui a aussi sa propre histoire, qui va quitter son prieuré pour essayer de déjouer un complot politique qui exclurait l'Église de l'État. C'est vraiment un sujet très important dans le roman, cette corrélation entre la morale ecclésiastique et le pouvoir en place. On est vraiment sur des intrigues liées à la politique et à l'Église. Et chaque personnage que l'on va croiser va avoir un rôle dans l'histoire avec un grand H. Et là, donc, on suit Philippe qui sans vraiment le vouloir, va être promu pour devenir le nouveau, je sais pas comment on dit, j'ai un trou. Je suis vraiment très mauvaise avec les noms. Il ne devient pas prieur, mais il devient évêque de la cathédrale de Kingsbridge. Mais le problème, c'est que elle est vraiment dans un sale état, il faudrait la reconstruire, donc il va repartir de rien. Donc il part de ce monastère qui était dans la forêt pour ensuite aller à Kingsbridge, où il va être appuyé, mais il va aussi se faire des ennemis. Donc c'est vraiment ces relations entre les gens, ceux qui t'appuient, ceux qui ne le sont pas, ceux qui essaient de tirer la corde vers eux. On va suivre encore un autre personnage qui est Aliena, qui lui est accompagné de son frère Richard, si je dis pas de bêtises. Je l'ai lu pendant longtemps, pourtant je devrais m'en souvenir. Et de leur père qui justement semble être compromis et essayer de faire un coup d'état. Le père va être arrêté et du coup la fille qui était vraiment noble, la fille et le frère, vont passer du statut de noble à rejeté, paria de la société et roturier tout simplement. Aliena est une jeune fille qui était promise à un autre garçon d'une autre famille que l'on suit également, William, qui est un garçon qui a des problèmes quand même psychologiques, qui est vraiment pas sympathique. Faut dire que sa mère est terrible et son père est un peu stupide. Sa mère est terrible. Donc William, il est dans cette famille, c'est un enfant unique. Il était promis à Aliena, mais Aliena a refusé sa main à l'époque où elle était encore fille de comte. Et donc du coup il va lui en vouloir à mort, et en plus ce refus va attiser son envie de la posséder. Il y a des scènes, des trigger warnings, là je vous dis des trigger warnings dans ce livre, en veux-tu en voilà, sur des viols. Alors Aliena va subir des viols, un viol notamment, et il y a d'autres personnes, parce qu'au Moyen-Âge, quand il y avait des invasions, des attaques, des villages, toutes les femmes y passaient, qu'elles soient jeunes ou plus âgées. Vraiment, c'était assez terrible. Donc les violences sont assez terribles. Les violences faites aux femmes là-dedans, c'est fort. En revanche, Ken Follett arrive à nous faire un roman où les femmes, tout tourne autour des femmes. D'ailleurs, dans les livres, on commence, t'as le prologue, et tout de suite après, t'as la première partie, c'est Hélène. Hélène, elle est importante. Après, on passe plusieurs années, on va dire une soixantaine d'années, voire un peu plus. Oh, peut-être soixantaine d'années, pas plus, non. Et en fait, on voit évoluer les différents personnages. Aliena, le personnage d'Aliena est vraiment, vraiment superbe. Elle est toute jeune au début, et puis elle va
tenter de s'en sortir, et elle a fait une promesse à son père avant qu'il décède, et elle va essayer de la tenir parce que elle veut que son frère redevienne comte d'une autre partie du royaume. Donc voilà. Donc on suit tous ces personnages. En parallèle de ça, il y a de longues descriptions sur la vie ecclésiastique, notamment quand on suit Philippe, la vie de marchands, de commerçants, quand on suit Aliéna, la construction du village autour de la cathédrale, les emplois qui sont faits, voilà, tout ça c'est vraiment très précis. Il y a des passages. Bon, bref, je retrouve pas, mais il y a vraiment beaucoup de détails sur la vie politique, sur la vie ecclésiastique, sur l'architecture, parce que forcément, il y a une cathédrale qui est érigée pendant tout le roman. Petit à petit, on la voit qui monte. Et voilà, Tom le bâtisseur, les plans de Tom, ensuite, comment ça a été repris par la suite. Passionnant. Franchement, des personnages passionnants, des intrigues qui se mélangent qui se croisent de façon assez simple. On n'est pas perdu dans ce livre. J'ai pas été perdue en fait. Toujours été bien accrochée. En revanche, il faut pas, à mon avis, mettre trop le temps à le lire. Il faut essayer de l'enquiller rapidement. Là, on a mis 20 jours. Moi, j'ai mis 20 jours pour le lire. C'est quand même long, hein. Et ça m'a vraiment freiné pour lire d'autres livres à côté. Enfin bon, je lis quand même beaucoup, mais je critique pas, hein. C'était très agréable, et d'ailleurs je suis très contente de pouvoir y retourner prochainement. Bon, on laisse un petit peu de temps, mais voilà. Donc je sais pas si ça sera vraiment la suite. Je pense que c'est la suite, mais je crois que ça se passe quand même un peu plus loin dans le temps. J'ai adoré, hein. C'est un coup de cœur, hein. C'est une découverte de plumes de fou. J'ai vraiment adoré, passionnant, vraiment passionnant. J'ai abandonné, j'ai commencé et abandonné Il de Siri Ranva-Hjelm Jacobsen, édité chez Grasset, que j'avais trouvé en ressourcerie, et j'étais trop contente. Je me suis dit ça sera parfait pour découvrir une plume. En plus c'est un premier roman, et je l'avais mis dans mon bingo des premiers romans. Malheureusement j'ai lu une 30aine de pages, parce que voilà, le récit est court, et j'ai pas du tout accroché à la plume et au style. J'ai trouvé ça très lourd, j'ai trouvé ça ennuyeux, j'ai trouvé que il y avait des partis pris qui étaient bizarres, on savait pas trop où et quand on se situait, les personnages parlaient pas forcément bien, et j'ai pas aimé la construction. En plus c'est au présent, c'est bizarre. Je sais pas qui parlait, j'étais perdue. Je sais pas. J'ai pas bien compris. Bref, du coup, je préférais abandonner rapidement. C'est pas grave, on a le droit. Et dans mon bingo, je dois lire 2 premiers romans. Donc j'ai lu Amande, mais j'ai cherché, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lire en fait? J'ai un peu galéré. Et finalement, je suis en train de lire Le Déversoir d'Arthur Teboul, qui est le premier roman publié d'Arthur Teboul, même s'il a écrit plusieurs poèmes déjà. Donc ça marche. C'est pas grave. On a fini Les légendes et fables japonaises de Ipei Otsuka, c'est le volume 2. On est chez Inis Éditions. C'était vachement bien, encore très très bien. On a, je vous en ai déjà parlé, mais on redécouvre moi j'ai redécouvert des contes réécrits à la sauce japonaise. J'aime beaucoup toujours le fait qu'il y ait des analyses. Je crois qu'il y a 7 contes, et après il y a des analyses pour savoir d'où vient le conte, comment il a été réadapté dans le temps, comment est-ce qu'aujourd'hui il est adapté dans l'animation, dans les films, tout ça. Et c'est vraiment toujours très très passionnant. Je vais pas m'éterniser dessus, mais je vous le conseille pour vous. Vous pouvez le lire, hein, franchement, et vous pouvez le faire lire à vos enfants ou leur lire, c'est très sympa. Franchement, très chouette. Et j'ai lu un des 10e livres que j'ai pioché, Prélude de Pan de Jean Giono, qui rassemble 3 nouvelles de l'auteur, qui parlent du milieu agricole. On parle des champs. Alors j'ai pas trop aimé les 2 premières nouvelles. Donc la première c'est Prélude de Pan, avec une histoire un peu fantastique d'un village qui danse. Il y a une grande soirée qui est organisée, et les animaux s'invitent à la soirée
il se passe des trucs trop chelous. C'était trop chelou. Les animaux vont avoir des rapports bizarres avec les humains. Alors, un peu comme une vengeance de la nature, vous voyez. J'ai trouvé ça vraiment space. Bon, j'ai pas trop apprécié. Chant, je me souviens plus. Ouais, ça m'a pas... J'ai pas beaucoup de souvenirs. Par contre, j'ai beaucoup aimé la dernière Geoffroy de la Maussan, que j'ai trouvé très très belle. Qui est une histoire d'une personne qui est dans un village, toujours pareil, qui avait un verger et qui se retrouve sans le sou et qui a des envies de suicide. Il veut mettre fin à ses jours, il n'en peut plus de cette vie. Il essaie de vendre son terrain, mais en fait, il le vend et en fait, la personne qui le rachète souhaite enlever tous les arbres fruitiers qui sont beaucoup trop vieux. Mais lui, il lui dit, en fait, c'est ça, il lui dit, si tu le fais, moi, je me tue parce que ces arbres fruitiers, c'est ma vie. Voilà, enfin, c'est vraiment terrible pour lui. Donc, celui qui a acheté revient sur son achat. Il y a quelque chose qui se met en place, mais ça ne semble pas toujours le satisfaire. Et il essaie d'attenter à ses jours, toujours. Et les gens du village essaient à chaque fois de le sauver. C'était vraiment assez étrange aussi. Il y a toujours un côté un petit peu étrange. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai préféré. Bon, c'est pas un coup de cœur du tout. Hein. Je crois que j'ai mis 15 sur 20. Mais c'était pourquoi pas. À découvrir. Et j'ai enfin fini ce matin, je me cogne avec d'ailleurs, le second tome de Death Note dans la Black Edition de Tsugumi Oba et Takeshi Obata chez Darkana. Alors, j'ai trouvé que c'était long. Les allers-retours entre Light et Elle, pour savoir si Light et Kira, donc Kira qui possède le Death Note que lui a donné ce dieu de la mort. Donc c'est ça l'histoire, en fait il y a un humain qui se retrouve avec un Death Note parce que lui il s'ennuyait dans le monde des morts, ce dieu de la mort, et donc il remet un Death Note qui permet à l'humain de programmer la mort de toutes les personnes qu'il veut voir mourir, et il va tomber en fait sur Light, qui est le fils du sergent de la brigade du sergent de la police, quoi, enfin pas du sergent, de la brigade policière, le chef de la brigade policière. Et il est vraiment chelou. Il va utiliser le Death Note d'une façon un peu étrange. Il va l'utiliser sans remords. Et donc le chef de la police, son père, ne sait pas, hein, bien entendu. Et il va engager le fameux L, qui est ce gars-là, qui va l'aider dans son enquête. Il est extrêmement intelligent. Et donc il essaie de coincer le fameux Kira qui se fait connaître en fait comme celui qui tue, ce vengeur qui voudrait sauver le monde. Voilà. C'était un petit peu long parce que la partie recherche, réflexion de elle sur si Kira il fait comme ça veut dire que potentiellement ça pourrait être lui. Parce qu'en fait, le L, il soupçonne le fils, il soupçonne Light d'être... il a en fait un peu de soupçon par rapport à lui. Et donc du coup, plutôt que de faire des recherches sur lui, il en fait, mais après ça, il va l'inclure à l'enquête. C'est un peu tordu. Et donc, il y a pas mal de moments où ils échangent et ils essaient de comprendre comment fonctionne Kira, ou qu'ils échangent même sur la potentielle culpabilité de Light. C'est rigolo. Et il y a un personnage qui arrive, qui est une jeune femme, et quand elle arrive, j'ai tout de suite trouvé ça vachement plus intéressant parce que je trouvais qu'il manquait un petit truc, et je trouve qu'avec elle, il se passe un truc en plus qui rajoute un petit peu qui redonne un peu du rythme à l'histoire, parce que sinon je trouvais que c'était un peu longué. Donc la fin, la moitié
de la Black Edition du second tome, elle a trouvé ça un peu long, et la seconde moitié était plus intéressante. Je lirai la suite, mais je vais essayer d'en lire un par mois, parce que quand même je mets du temps à les lire, parce que c'est un peu long. Il y a beaucoup de textes, je sais pas si vous allez voir. Il y a pas mal de textes, il y a des passages où vraiment c'est assez rempli. Et puis du coup, comme tu veux comprendre les réflexions de tout le monde, t'es obligé de tout lire, quoi. Alors moi je lis tout. Mes fils, eux, ils lisent pas tout. Je le sais, ils me l'ont dit. Mais ouais, c'est un petit peu long. Mais c'est vraiment, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est juste que c'est un peu long parfois. Voilà, alors qu'est-ce que je lis maintenant? Je vous dis, vite fait. Je vais, alors, je vous parlerai la prochaine fois de Évol, parce que j'ai lu le tome 3, mais j'en parle pas, parce que je vais lire le tome 4. J'ai commencé Alice de Patrick Sénécal. Voilà, une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai commencé Liv Maria, qui était un de mes 10e livres aussi, et ça me plaît bien. J'en suis là. Et j'ai commencé tout juste Pietra Viva de Leonor de Recondo, que j'ai mis dans mon Shiny Spring Challenge. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là. On se retrouve un peu plus tard. Alors on est mercredi matin, je vous prends là sur la chaîne lecture. Je suis à Chaville et finalement je vais passer à la ressourcerie parce que j'ai des petites choses à déposer et je vais aller voir si je trouve des livres. Ah oui. Donc je vous emmène avec moi, je vous montre ça. Bon voilà, j'en sors. Alors, concrètement, il n'y a qu'un livre qui m'a rentré dans ma pile à lire. Je vais vous le montrer. Venant de Laura Kasiszek. Kasiszek, je sais pas comment ça se prononce. Mais je suis super contente parce que ça fait longtemps que je voulais le trouver et il n'est pas trop abîmé. Il est en grand format, donc c'est trop cool. Pour le reste, j'ai pris deux suites... non, j'ai pris deux
2 romans qui sont des thrillers. Zulu de Caril Farré, mais parce que je l'ai déjà dans ma bibliothèque et que le format me plaisait plus. Mais je ne vais pas le lire tout de suite. Mais voilà. J'ai pris Complot de Nicolas Beuglet, parce que j'ai lu Le Cri, mais je crois que Complot c'est le dernier. Et donc du coup je vais pas le mettre dans ma pile à lire tout de suite. Et ensuite j'ai pris un livre que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé et que je vais offrir. Donc, je suis trop contente. Voilà, donc petite virée avec une petite pépite. Trop cool. Bon, on est encore mercredi et cette fois je vais à la bibliothèque. J'ai réservé des livres et je vais chercher des albums encore sur les comptes. Donc je vous montre après. Bon, de retour de la bibliothèque, je vous ai pas pris, il a commencé à pleuvoir, c'était un peu la cata, j'ai papoté avec les bibliothécaires, et puis j'ai pas trop filmé. Mais si, j'ai peut-être filmé un petit peu, mais je cherchais Cinder de Marissa Meyer, mais je le trouvais pas, finalement je l'ai trouvé, il était en tête de gondole. Alors, donc ça c'est les emprunts de Lulu. Ah, trop contente, j'ai trouvé ce livre que je voulais m'acheter. Donc je vais pas l'acheter, je vais le lire. Je suis très très contente. Voilà, donc c'est une histoire d'amour. Et si je l'avais repérée, c'est parce que je crois, voilà, qu'elle vient du Québec. Pourquoi en fait je voulais le lire? Je sais plus pourquoi je voulais le lire. Bref, en tout cas, je suis trop contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai repris Emma, parce que je crois que j'ai lu le 1, mais j'ai pas lu le 2. Donc le 1 et le 2, je crois qu'il n'y a que 2 tomes. Voilà. En manga, j'ai trouvé celui-là, que je connais pas, Le Château solitaire dans le miroir, qui me semble être une réécriture de Alice au pays des merveilles. Donc ça tombe bien. Cinder, que j'ai trouvé en petit format. Et voilà, donc ça je suis contente, parce que je vais le lire en avril, donc c'est parfait. Alors j'ai pris ça pour Simon, mais peut-être, je pense pas que j'aurai le temps de lire, mais sait-on jamais. Il a l'air très beau. C'est le 6e Dalai Lama, il y a 3 tomes, c'est les éditions quoi? J'arrive pas à lire. Les éditions Fei. Regardez, c'est une BD de Guo Qiang et Zhao Ze. Les dessins sont superbes, peut-être que je lirai. Le tome 2 est là. Et le tome 3. Donc ça je l'ai pris, je vais le mettre dans la chambre de Simon. Pour les contes, j'ai trouvé cet album. Contes de femmes libres, courageuses et sages, des histoires féministes du monde entier. Ça je pense ça va être super, j'ai très envie de le lire. Celui-ci que je vais lire à mes garçons, À l'ombre de Barbe Bleue, de Charlotte Mundlik et François Roca chez Albin Michel Jeunesse, qui est pas trop différent du conte initial, sauf apparemment il va y avoir une... En fait, elle a des sœurs et non pas des frères, je crois. Voilà, c'est ce que me disait la bibliothécaire. Donc, à voir. Et j'étais contente parce que j'ai trouvé les 2 premiers tomes de Zombilenium. Alors, il y avait le tome 4 et 5 aussi, mais il n'y avait pas le tome 3. Donc, j'ai pris les 2 premiers. Donc, c'est une BD d'Arthur de Pins chez Dupuis. Et je suis trop contente parce que j'avais envie de les lire. Donc, j'ai vraiment bonne trouvaille. Et voilà. C'est déjà pas mal. Hein, voilà, donc je vais ranger tout ça. Pour le moment, je ne vais pas bouquiner. J'ai des écheveaux à mettre en cake. Pas mal. Mais je vais me faire une petite tisane. Et j'arrête pas depuis ce matin. Donc je commence à avoir un peu mal à la tête. Mais bon, ça va y aller. Tranquillou. Je voudrais vous parler de mes dernières lectures vendredi matin.
Et j'essaierai de faire le montage pour vous proposer la vidéo vendredi soir. J'ai les mains vertes parce que j'ai fait de la teinture. Et je me suis pas bien protégée. C'est pas grave. Donc, allez, c'est parti pour lire tout ça. Bon, on va s'installer tranquillement avec un bon thé, une tasse de Noël alors qu'on est en mars, tout va bien. En fait, c'est parce que j'adore la consistance, c'est énorme. Le thé que j'ai fait, c'est un thé à l'orange. Il est pas super bon. C'est pas très grave. Voilà, j'ai trié. Alors, on va commencer. J'ai lu pas mal de choses. On va commencer par ce que j'ai abandonné. J'ai eu 2 abandons, vraiment sans gravité extrême. J'ai beaucoup de livres dans ma pile à lire et si j'entre pas dedans ou si le propos ne me convient pas, j'abandonne très vite parce que j'ai pas d'intérêt à continuer et à me faire souffrir. Déjà, on m'a prêté ce livre-là qui est sur la psychogénéalogie, comprendre ce passé qui définit notre présent, de Nina Cano. On est aux éditions Pocket Évolution. C'est un essai. Elle est journaliste, scientifique et philosophe. Journaliste scientifique, pardon, et philosophe. Alors, c'est lors d'un dîner, en fait, on discutait de pas mal de choses, et notamment de psychiatrie, et moi je parlais de ma propre analyse. Alors c'est un grand mot sur ce que j'ai pu faire, mais j'ai fait une analyse à un moment où moi j'allais pas très bien. C'était au tout début c'était à la... Comment dire ? Mes 3 enfants étaient nés, donc c'était il n'y a pas si longtemps non plus. Mon corps m'a dit que ça allait pas. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est ma tête qui n'allait pas bien. Et donc, j'ai fait, sur les conseils de mon médecin, je suis allée voir un psychiatre qui a creusé un petit peu côté justement généalogie et qui m'a aidée par ce biais. Donc, on a parlé de ça à un dîner avec des amis et mon copain là il a pensé à ce livre-là, il s'est dit que peut-être ça pourrait m'intéresser. Et donc je dis pourquoi pas, je vais le regarder. Et j'ai lu les 20 premières pages. Alors, si je les refermais assez rapidement, c'est parce que elle parle assez rapidement, elle va dire en fait que les fantômes existent. Déjà sur le principe, la formulation je trouve elle est très forte, et donc si on n'adhère pas à ça, déjà je trouve que ça exclut un peu le lecteur, donc ça me plaît pas parce que moi je crois pas aux fantômes. En revanche, des choses qui nous habitent à travers les générations, et notamment des secrets ou des choses qui ne sont pas dites aux générations d'après, peuvent avoir des répercussions effectivement sur les générations suivantes. Ça, je pense que c'est vrai, puisque moi je pense que ça m'a fait du bien de savoir des choses que je ne savais pas. Ensuite, il y a un truc qui m'a... Alors j'ai lu, je vais dire, une 40aine de pages. Elle parle, en fait, elle va aller à la rencontre de psychiatres qu'elle dit un peu farfelus, c'est-à-dire ceux qui ne pensent pas comme les autres, parce qu'elle-même, elle l'est pas. Donc, elle va aller voir des personnes qui travaillent sur des enfants, notamment trisomiques, ou qui ont vraiment des pathologies profondes d'un point de vue psychiatrique, où vraiment ils ne parlent pas, ou de façon moteur, c'est complètement bloqué. Et en fait, le psychiatre explique que, enfin, je sais pas, en fait, c'est pas très clairement dit, mais que ça serait lié justement aux générations d'avant. Et elle donne un exemple, enfin, par le biais de ce psychiatre, elle donne un exemple du moment de la Seconde Guerre mondiale où 2 familles, 2 femmes dont les hommes étaient partis à la guerre, se sont mis ensemble pour vivre en l'absence de leurs hommes. Et quand leurs hommes sont revenus, elles ont un peu exclu leurs hommes parce qu'elles avaient vraiment fondé une famille à elles deux et leurs enfants, leurs propres enfants. Et les hommes se sont suicidés. Mais ça n'a pas été clairement dit, c'est terrible l'histoire. Quand elle est expliquée, c'était dur.
Et donc en fait, cette faute, il est écrit là que cette faute dans les générations a eu des répercussions sur la suite qui fait qu'un enfant trisomique est né quelques générations après. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais non, mais attends, moi, c'est-à-dire, le raccourci là, il est où? Enfin, c'est parce que les deux femmes étaient ensemble. Enfin, il y a l'exemple qui est donné là. Et c'est pareil, elle parle aussi de l'âme et au sens un peu croyant du terme, sauvée par l'âme, vous voyez, l'âme de... Enfin, elle n'emploie pas le terme Dieu, mais j'ai pas tout lu. Il y a un mélange de questionnements psychiatriques, elle parle de Freud, de Lacan, tout ça, et en même temps une inspiration un peu surnaturelle, vous voyez, et ça c'est pas pour moi. Donc je l'ai refermé assez rapidement, je l'ai fermé un peu rapidement. Et j'en saurai pas plus, donc peut-être ça vous intéressera, mais moi ça m'intéresse pas plus que ça. Donc c'est pas grave, hein, de l'autre côté. J'avais pioché celui-ci en 10e livre, je ne vous l'ai pas montré, mais je l'avais pioché, et comme il était court, je me suis dit trop cool, je vais le lire, c'est très bien. Donc c'est Pour tout bagage de Patrick Péchereau chez NRF Gallimard, qui est un policier assez court, il fait 160 pages. J'ai lu une vingtaine de pages, voilà, je m'en suis arrêtée là, 22 pages, et c'est la forme qui fait que je ne vais pas le lire, parce que la forme ne m'a pas du tout parlé. La forme et l'écriture, pour laquelle je ne suis pas réceptive, mais qui est certainement bien écrit, mais moi, ça ne marche pas avec moi. L'histoire est simple. À un moment donné, il y a des jeunes qui sont en train de faire, je sais pas, un casse ou un truc comme ça, et en fait, ils vont tuer par mégarde un passant. Et le personnage principal est un de ces jeunes-là qui va expliquer pourquoi ils en sont arrivés là par le biais de photos. Donc en fait, il reprend des photos d'enfance pour expliquer qui sont les personnages, tout ça. Et d'une plume très froide. Et moi, j'ai pas compris qui était qui, j'ai pas compris la façon dont c'était amené. Je trouve que le propos était très brouillon. Ça m'a pas plu, donc j'ai vite refermé. Voilà, c'est pas grave. Je l'avais pris dans une boîte à livres ou à la ressourcerie, je sais plus, pour essayer. Et je ne le lirai pas. Alors, sinon, hop, je vais les mettre à part. J'ai fini d'écouter Le Cercle de Bernard Minier, qui est le volume 2 dans la saga Martin Servaz. Moi, je l'ai écouté sur Audible. Là, il est dans l'édition Pocket. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Toujours un plaisir d'écouter des polars sur Audible. C'était vachement bien lu. Je vous mettrai le nom de celui qui a lu parce que c'est très bien lu. Et je trouve que ça aide vraiment. Donc, on suit à nouveau Martin Servaz. En parallèle, on a l'ancienne, comment on dit, pas collaboratrice, avec qui il avait fait la première enquête sur Glacé. On la voit à côté avec sa compagne, mais en fait, ils vont juste se croiser. Enfin bref, c'est vraiment en parallèle. Donc on la voit pas souvent, mais c'est en parallèle. Elle est là quand même. Et elle est là, il y a une ombre. Et il y a une enquête. Parce qu'une femme a été retrouvée morte dans sa baignoire, si je dis pas de bêtises, avec un truc dans la bouche, je sais plus quoi. Et un jeune homme est retrouvé complètement stone à côté d'elle. Et il va être accusé au départ pour le meurtre de cette femme, mais il va se prétendre innocent. Et en fait, ce jeune homme, c'est le fils de la femme avec qui Martin a eu une relation quand il était étudiant. En fait, Martin Servaz, on apprend pas mal de choses sur sa jeunesse, sur son enfance aussi, le décès de ses parents, ce qui fait que ça a eu l'influence que ça a eu sur sa vie et son métier. Il était destiné, en fait, il avait quand même une carrière d'écrivain ou de penseur ou de professeur vraiment d'éminents professeurs prévus pour lui parce qu'il était hors du commun. Et d'ailleurs, sa fille est dans l'école dans laquelle il était quand il était jeune. Et en fait, un drame dans sa vie a fait qu'il est devenu flic.
Et ça c'est intéressant parce qu'on comprend et on va croiser ses anciens élèves qui étaient amis avec lui, et notamment cette femme avec qui il va renouer des liens puisqu'il va essayer d'innocenter son fils. En parallèle, on a donc sa fille, Margot, qui elle aussi était amie en fait avec ce jeune homme qui a été retrouvé près de la baignoire de la personne qui est morte, et qui elle aussi va tenter de comprendre ce qui s'est passé un peu. Donc elle a une petite âme d'enquêtrice aussi. On a tous les collaborateurs de Martin qui sont aussi très intéressants. Voilà, donc on navigue vraiment dans la jeunesse et on va découvrir qu'il s'est passé des choses. Et le cercle, en fait, c'est un peu... Il y a un côté un peu, vous voyez ce que je vous disais, Dark Academia, parce qu'il y a un meurtre, une université, des professeurs. Donc on a un peu tout ça qui est assez sympathique, j'ai trouvé. Voilà, donc c'était très bien construit. Je suis désolée, il y a la lumière qui revient, donc j'ai mal aux yeux. Donc, ouais, je suis désolée, je suis obligée de vous bouger parce que c'est assez gênant pour moi. Donc ouais, j'ai bien aimé, franchement, c'était chouette. Donc je vais lire la suite, je crois que c'est N'éteins pas la lumière. Je vais lire la suite. Pas tout de suite, parce que là, dans mes oreilles, j'ai remis la suite d'Akotar. Mais après, je pense que je vais continuer la suite de cette saga que je trouve très, très chouette. Ensuite, oula. Côté... Oh là là, j'ai des cheveux là. Côté essai, j'ai lu Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès, de Lorraine Malka chez Les Pérégrines, que j'ai trouvé très très intéressant, vraiment très chouette. Donc elle va, alors je l'ai lu pendant tout le mois, en fait je l'avais commencé avant, donc le début je me souvenais plus trop, je me souvenais juste que elle a pris un panel de jeunes femmes et elle leur a d'abord posé des questions par rapport à leur relation par rapport à la nourriture, pour essayer de comprendre un petit peu, de faire un topo un petit peu des femmes, alors en fonction de leur génération, tout ça. Et ensuite elle va analyser plusieurs choses, notamment elle va faire une grande partie historique sur la gourmandise au féminin et le fait que la femme soit reliée, alors il y a plusieurs notions, hein, donc je ne vais pas vous résumer, mais ce dont je me souviens, la femme est liée à la notion de gourmandise depuis tout le temps, parce qu'on dévore les femmes comme on dévore la nourriture. Donc ça, c'est trouvé assez intéressant. En revanche, le milieu de la restauration a exclu très rapidement les femmes. Les femmes étaient juste bonnes à faire la cuisine dans les familles, mais elles n'étaient pas assez à la hauteur pour ensuite devenir chef cuisinier. Ça c'était la partie 2, manger des symboles, commenter, chroniquer, écrire la cuisine. Elles ont vraiment été exclues de ça. Donc elle va naviguer, en fait elle va faire des recherches dans l'histoire. Elle remonte pas mal dans l'histoire par rapport à ça. Ensuite elle va parler dans une troisième partie de la minceur, obéir jusqu'à disparaître. Et ça en fait elle explique comment la femme a dû tenter à travers le temps d'être à la fois très mince, mais en même temps ronde, parce qu'il fallait qu'on représente en fait, une femme qui peut engendrer la vie doit être ronde. Il faut dire qu'on est des rondeurs bien placées, mais pas partout. Et en fait, c'est un combat impossible, c'est ce qu'elle explique, c'est-à-dire que la femme ne peut pas être mince, extrêmement mince et ronde en même temps. Elle va ensuite, après, analyser l'anorexie, la boulimie, tout ça. Les injonctions, des injonctions intenables, ça, je trouve que c'était vraiment très très intéressant. Le piège capitaliste de tout ça par rapport à l'anorexie, c'était vraiment extrêmement intéressant. Les corps alternatifs... Et après, elle parle des désordres alimentaires. Elle dit que ça peut être, en fait, les désordres alimentaires peuvent être une résistance pour justement combattre le corps qu'on n'arrivera jamais à atteindre, en fait. Et là, si j'étais pas forcément tout à fait d'accord avec elle, j'ai trouvé que comment dire, son parti pris était quand même bien argumenté et intéressant.
Et à la fin, elle explique que le féminisme, c'est un horizon pour que les femmes mangent. Et ça, je trouve que c'était aussi particulièrement intéressant. C'est vraiment sa conclusion. J'ai trouvé qu'elle était chouette. C'est-à-dire que ce combat de remettre la femme à une place vivable et non pas celle que la société veut qu'elle ait, fait que peut-être on arrivera enfin à retrouver une place par rapport à la nourriture qui ne sera pas liée au sexe, à la représentation, à la maternité, tout ça. Parce qu'en fait, la nourriture, pour nous, c'est lié vraiment à plein de choses. Alors, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. J'aimerais lire d'autres choses sur le sujet, notamment des récits de femmes qui ont eu des désordres alimentaires. Elle en a donné pas mal et je trouve ça intéressant. De mon côté, ça a fait forcément écho en moi et je pense que toutes les femmes, malheureusement, trouveront un écho à ce livre. Parce que, effectivement, on a vécu ces impératifs sociétaux sans forcément le savoir. Si vous posez une question, par exemple, c'est très intéressant, à un moment elle dit, est-ce que si vous posez la question à des femmes, un panel de femmes, et vous dites, est-ce qu'un jour vous avez fait un régime, 80 à 90% des femmes diront que oui, parce que c'est un peu genre obligation. Dans les magazines, on met ça en avant, partout, on met ça partout en avant, même si aujourd'hui, c'est plus clairement dit, le body power, ou du moins le body summer. Je pense à ça parce que mes garçons, ils en parlaient il n'y a pas très longtemps, de fait de travailler au body summer. En fait, c'est un objectif irréalisable, les gars. Donc, pourquoi s'infliger ça, quoi? Et ça a fait écho en moi par rapport à mon adolescence, moi, beaucoup, parce que j'ai toujours eu l'impression que... Enfin, je sais pas si je peux vous dire des choses personnelles comme ça, mais bon, en même temps, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. J'ai toujours eu l'impression que mon corps correspondait pas à ce que j'attendais de lui. Et pourtant, j'ai fait du yo-yo, beaucoup, encore aujourd'hui. Faire mince, alors jamais dans l'extrême, hein, mais du yo-yo, qui fait que c'est aussi un effet, en fait, de ça, je pense. Alors c'est aussi hormonal, mais bref. On subit, j'ai eu l'impression de subir mon corps beaucoup, et c'est moins le cas aujourd'hui en vieillissant forcément, parce que du coup j'analyse, et même avec plus de kilos qu'avant, je m'estime mieux aujourd'hui que je m'estimais avant. Quand je me vois, quand j'étais adolescente, c'était une catastrophe. Enfin, je ne me suis jamais vraiment aimée physiquement. C'est grâce à mon compagnon, avec la naissance de mes enfants, que j'ai appris à m'apprécier physiquement, qui fait que je me respecte un peu plus, on va dire. Voilà. Et apprécier autant les défauts que les qualités. Ça, c'est le plus difficile. Et apprécier le fait de manger. Et j'ai autour de moi beaucoup d'exemples de personnes qui mangent mal, pour laquelle se nourrir est un sujet compliqué. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse vraiment. Ce livre est vraiment très intéressant sur le sujet, je vous le conseille. Et si vous en avez d'autres à me conseiller sur le sujet, je suis preneuse. Voilà, n'hésitez pas en commentaire. Bref, je vous le conseille. Je ne vais pas passer 3 heures dessus. Je ne sais pas si j'en ai bien parlé. C'est pas évident de parler des essais, je trouve. J'ai lu Le Déversoir d'Arthur Teboul aux éditions Segers. Et d'ailleurs, ma mère vient d'offrir à mon compagnon pour son anniversaire le dernier, qui s'appelle comment ? Voilà, bref, que je lirai, qui est lié aussi au Déversoir, qui sont aussi des poèmes minutes. Je crois qu'il explique le process. Celui-ci, je l'ai offert à mon homme à Noël dernier, parce qu'il aime beaucoup Arthur Teboul. Et donc là, en fait, il explique le concept du Déversoir. Donc lui, ce qu'il veut, c'est mettre en place un lieu, alors je pense que c'est le cas, un lieu où on aurait l'occasion, pendant un temps limité, de faire abstraction de ce qui existe autour de nous et de d'écrire un poème pour les personnes, un peu comme l'écrivain public, voilà, c'est ça que je cherchais. L'écrivain public, et bien là, ça serait le poème minute, vous voyez. Donc on donne un temps imparti, et un peu à la façon surréaliste, où on efface un peu tout ce qu'on sait sur la poésie.
on écrit sans limite, sans carcan, on essaie de se libérer l'esprit et on écrit. Alors, j'ai pas tout apprécié, parce que forcément quand on enlève en fait toute la structure ou une grande partie de la structure et qu'on donne un temps limité, ça fonctionne ou ça fonctionne pas selon moi. Et j'ai trouvé de façon assez étonnante que le début de la lecture, d'ailleurs où j'ai mis peu de marque-pages, était moins bien que la fin où j'ai vraiment continué, j'ai commencé vraiment à rentrer dans le projet. Je vais vous en citer juste un que j'ai trouvé beau, au hasard, hein. Je n'ai pas choisi, j'ai corné une page, donc ça m'a touchée, pour que vous voyez un petit peu le genre d'écriture, même si il a des poèmes qui sont parfois avec des rimes, parfois non, donc parfois c'est du vers libre, parfois non, parfois c'est très court, parfois c'est très long. Donc là, celui-ci s'appelle « Chercher la joie ». Chercher la joie, soleil liquide, chercher les purs, soleil mince, chercher le plein, soleil lourd, aller chercher le pain dans le soleil du matin. Le pain qui cuit dans le four, astral et rond, chercher la joie, partout elle se cache, parfois même pas. Un sphinx passe, au passage piéton, je crois qu'il m'a regardé, je l'observe, il est nu naturellement. La nuit spirituelle l'attend à plusieurs heures d'ici, là il se promène en plein midi, sans hâte et sans mollesse. Souris le sphinx, me dis-je, ton mystère tu l'as, souris. Le secret se garde aussi avec gaieté. La nuit spirituelle, je l'ai déjà entendu rire, d'un rire sans malice et sans orgueil, pure joie, soleil liquide. Je rapporte le pain à la maison, soleil intérieur. J'ai trouvé que c'était très beau. Voilà, cela vraiment m'a marqué. Et il y en a plusieurs que j'ai trouvé intéressants. Il y a une mise en page qui est chouette, avec des respirations, parfois des poèmes très courts sur des feuilles noires. Ça se présente, alors parfois, vous voyez, en bloc, comme ça, parfois plus court. Il y a toute une préface où il explique son projet, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Et voilà, donc je vous le conseille. Je vous le conseille parce que Arthur Teboul, certes, est connu comme chanteur, mais c'est vraiment un poète, alors avec une voix qui fait que quand il lit quelque chose, tout devient beau, hein, on est d'accord. Mais il écrit aussi très bien, hein. Franchement, c'était une belle découverte et j'ai hâte de lire celui qui vient de sortir. Je vais prendre un peu de thé. Après, j'ai lu 2 romans. Alors, je vais commencer par celui-ci qui m'a un peu moins plu, mais qui était quand même sympa. Pietra Viva de Léonore de Recondo chez Point, édition grand format. Donc, elle est là. Alors, donc elle parle de Michel-Ange. Et l'histoire commence, il est dans un monastère et en fait, alors on sait qu'il sculpte, mais il est aussi appelé pour faire des... comment on dit, des autopsies, des genres d'autopsies, ce qui est bizarre, je savais pas en fait. Et du coup, on sait pas trop ce qui se passe, mais il va découvrir le corps d'un jeune moine qu'il trouvait beau, et on sent que voilà, il était vraiment proche de lui et que cette personne le touchait extrêmement. Et en fait, elle est sur la table d'opération. Alors qu'il s'y attendait pas. Donc il fuit cette histoire qu'il ne comprend pas. Il comprend pas ce qui s'est passé. Il se demande s'il y a eu un meurtre. Il comprend pas. Et il fuit. Il fuit où? Il va à Carrera. C'est ça? Dans les carrières de Carrare. Il était à Rome et il va à Carrare. Carrare. Pour moi c'est Carrare, mais bon. Et... là-bas, il va aller choisir le marbre qu'il va utiliser pour faire le tombeau du pape. Alors le pape, il est vivant, mais il lui a commandé un tombeau parce qu'il est connu comme étant très doué déjà. Et il va rester là-bas un peu dans sa fuite, ça lui fait du bien. Et il va rencontrer, donc il va croiser sur son chemin des personnes qui habitent le village, les personnes qui habitent sur le chantier. Et voilà, donc on est en 1505. Et voilà. Donc moi, en fait, je l'ai trouvé assez insupportable. Notamment, il a une relation avec un jeune garçon que j'ai trouvé un peu bizarre,
qu'il rejette souvent et le gamin revient tout le temps, ça j'ai pas trop apprécié, alors que c'est quand même important parce que c'est un lien pendant toute l'histoire. Et notamment, ça va lui permettre de se retrouver et de se pardonner des choses, de retrouver son enfance aussi par le biais de cet enfant. Donc au départ, il va le rejeter, puis ensuite, il va l'apprécier de plus en plus. Le gamin est plutôt chouette, mais je sais pas pourquoi il revient à chaque fois vers lui, quoi. C'est ça qui m'a un petit peu énervée. Et après, le fait qu'il fuit alors qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, il envoie il écrit des lettres à Rome dans le monastère, mais il les envoie pas. Il y a des trucs que j'ai pas trop bien compris. J'ai trouvé que la construction était parfois un petit peu chaotique, mais l'écriture était assez belle. Et j'ai tenu, je l'ai pas refermé, donc j'ai voulu savoir. Les descriptions sur son travail étaient chouettes, le choix du marbre, tout ça, c'était vraiment intéressant. C'est un roman assez court aussi, donc il aurait été plus long, je sais pas si j'aurais continué. Il fait 180 pages à peu près. C'était pas mal, mais c'était pas extraordinaire selon moi, donc assez mitigé. Mais c'est quand même intéressant, je relirai du Léonore de Recondo. Un roman que j'ai beaucoup aimé, Liv Maria de Julia Kerninon chez l'Iconoclaste, que j'avais trouvé en boîte à livres, si je dis pas de bêtises. Liv Maria, c'est une jeune fille, Liv Maria Christensen. Son père est norvégien et sa mère, alors ils sont sur une île, on ne sait pas trop où, c'est pas dit en fait. Donc elle a passé son enfance sur une île jusqu'à son adolescence, jusqu'à ses 17 ans. En fait à 17 ans il va se passer un truc pas cool, et sa mère va lui dire tu dois quitter l'île, je t'envoie à Berlin être jeune fille au pair, ou je sais plus, ou faire une année d'études là-bas. Et en fait elle va pendant les vacances faire des cours de rattrapage avec un professeur qui va l'aider, qui va l'aider en fait en one by one, enfin, vraiment seul avec elle. Et ce prof, particulièrement beau, il a la quarantaine, hein, quand même, elle en a 17 ans, ils vont avoir une relation amoureuse, la première pour Liv Maria. Et donc elle va complètement, pour elle, l'amour a duré 3 mois, et à la fin de ces 3 mois, il est reparti auprès de sa famille parce qu'il est marié et il a des enfants. Et voilà, et après, en fait, au moment où elle allait rentrer chez elle, à la fin, je sais plus, elle est chez sa tante, hein, je crois que c'est ça, et en fait ses parents décèdent de façon tragique, je sais pas, je crois que c'est un accident, et donc elle est toute jeune, hein, et elle perd ses parents très jeunes, donc elle se retrouve seule parce qu'elle n'a pas de frères et sœurs, rien, pas de grands-parents ni rien. Elle a des oncles sur cette île, on ne sait pas trop où. Elle va retourner là-bas un petit peu. Elle se sent dans l'obligation de retourner, donc elle met fin à ses études et elle retourne là-bas. Pourtant, elle est particulièrement intelligente. Et elle s'oblige en fait à reprendre le commerce de sa mère qui avait un bar. Et ses oncles vont lui faire comprendre qu'il faut qu'elle vive sa vie. Donc c'est vraiment l'histoire de Liv Maria tout au long de sa vie. Donc elle va partir à l'étranger, elle va rencontrer... elle va avoir d'autres histoires d'amour, et puis elle va rencontrer un jeune homme vraiment dont elle va s'éprendre, et elle va tomber enceinte de ce jeune homme assez rapidement. Il va la ramener dans sa famille, et ils vont acheter une maison, tout ça. Donc c'est vraiment sa vie petit à petit, sauf que, je ne vous dis pas tout, mais son passé va la rattraper en fait, et c'est ces questionnements qu'elle se pose sur sa vie. Et en fait, c'est vraiment très bien écrit. Même si c'est une vie parmi tant d'autres, le drame de sa vie est assez... On est vraiment avec elle et on se pose des questions de qu'est-ce qu'on ferait à sa place si on était dans le même cas. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, franchement, une très belle œuvre. Donc je lirai d'autres choses. Elle a sorti Sauvage l'année dernière, à la rentrée littéraire. Mais c'est pas Sauvage qui me tente le plus, je sais plus lequel me tente le plus. Il y en a un autre. Je vous mettrai la couverture, c'est celui-ci que j'aimerais bien lire ensuite. Si vous l'avez lu, dites-moi s'il vous a plu. Mais si vous l'avez jamais lu, Liv Maria, je vous le conseille parce que vraiment c'est une belle histoire de femme. Une belle histoire de maternité, tout ça, vraiment c'était chouette.
Voilà, et elle parle beaucoup de livres parce qu'elle adore lire. Et c'est la littérature, elle va ouvrir une librairie, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Vraiment chouette. Je ne peux pas tout vous raconter parce que c'est un récit très riche. Même si il n'est pas très long, c'est un récit assez riche. Et on va terminer par les graphiques rapidement. Donc, m'avait été prêté par les enfants de ma meilleure amie que je vais voir ce soir, et donc je vais leur rendre 2 graphiques en plus. Il y en avait d'autres, mais je les ai déjà lus. Celui-ci, Topé Mulot, Les Beaux Jours, ça c'est Chouchou, qui a 10 ans, qui me l'a prêté. C'était trop mignon. C'est un album jeunesse. C'est Topé Mulot qui habitent ensemble, et Taupe et Miop, vraiment comme une taupe, même plus. Et donc elle voit rien, et en fait c'est une histoire d'amitié entre ces 2 animaux, sur la différence. Ça parle beaucoup de différence de façon vraiment adorable, avec des dessins trop choupignons. Il y a de l'humour, mais en même temps c'est vraiment touchant. Ça parle vraiment de différence, et j'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était chouette. À lire à vous-même, ou à lire à vos enfants, franchement c'est chouette. Le Mangeur d'Espoir de Karim Fria, chez Gallimard, bande dessinée. Ça, c'est leur grande sœur, la grande sœur qui a 14 ans déjà, et Anouk. Ça, c'était pas mal. Alors, c'est une BD qui parle de façon fantastique de la dépression. Et en fait, on suit l'histoire de cette jeune fille dont le papa en fait va mourir d'un cancer. Et suite à son décès, sa mère tombe en dépression, elle est alitée. Et en fait, cette jeune fille, elle n'a pas une vie de collégienne normale parce qu'elle s'occupe de sa mère, elle s'inquiète beaucoup. Et il y a un gars qui va lui dire qu'en fait, sa mère, dans ses rêves, il y a le mangeur d'espoir et que si ça continue, et elle va mourir. Donc il faut que sa fille, par un biais un peu scientifique, fantastique, aille dans les rêves de sa mère pour aller tuer le mangeur d'espoir et que sa mère revienne à la vie, tout simplement. Donc c'est ce combat, cette quête, franchement c'était plutôt sympa. Par contre, c'est vraiment pas pour les plus jeunes, parce qu'il y a des dessins très glauques, avec des zombies, quoi. Donc c'est pas pour les plus petits, hein. Moi je ne ferais pas lire à Lucien par exemple. Oui, Joseph, on va dire à partir de 13 ans, oui, mais c'est sombre, hein. C'est très très sombre. Voilà, donc intéressant quand même. Et je termine avec les mangas. Donc j'ai lu et beaucoup aimé les tomes 3 et 4. Il est bien dans le bon sens. De Evol, de Atsuki Kaneko, on est chez Delcourt Tonkam. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Donc là, on parle de... Alors, on est dans un monde où il y a des super-héros qui sont totalement corrompus, et la ville est totalement corrompue par le maire et tous ses sous-fifres. Et pourtant, on a l'impression qu'on vit aussi dans un monde qui pourrait être actuel. Et les jeunes, en fait... les 3 jeunes qu'on va suivre sont des exemples de la jeunesse de cette ville. Et en fait, ils vont, chacun d'entre eux, tenter de se suicider. Ils vont pas réussir, mais ils vont de façon assez étrange, parce que c'est jamais le cas normalement. C'est pas les humains normaux qui peuvent avoir des pouvoirs, mais eux vont se découvrir des pouvoirs suite à cette tentative de suicide. Ils vont se retrouver au même endroit et ils vont décider que ce monde de bip ne vaut plus le coup d'exister, et ils veulent devenir des méchants qui mettent fin en fait à cette vie qu'ils trouvent vraiment pourrie. Donc ils sont un peu... voilà, ils sont dans une phase totalement rebelle. Le truc, c'est que quand ils passent vraiment à l'acte, certains sont bien abîmés parmi les 3. Là, il y a un jeune homme qui est vraiment pas bien, donc il va vraiment devenir très méchant. Mais d'autres vont vraiment subir leur pouvoir. Par exemple, elle subit vraiment son pouvoir. Elle peut amener le feu. Le problème, c'est que ça la dévore complètement. Et j'aime beaucoup ce personnage-là, qu'on découvre justement un peu plus dans le tome 3 et 4. Et elle, en fait, elle a subi vraiment la différence, parce qu'elle arrivait dans un lycée et en fait, elle était trop différente des autres.
et elle a été rejetée pour son physique, et pourtant c'était une jeune fille très talentueuse, très intelligente, très sportive, et en fait elle va avoir le pouvoir de voler. Et elle va se poser des questions sur ce que font ses copains et jusqu'où elle est. Est-ce qu'on détruit tout ou est-ce qu'on donne une leçon? Et je trouvais que c'était intéressant. Et j'ai fini ce matin, tome 3 et 4 du mari de mon frère de Gengoro Tagame chez Akata. Donc ça c'est en 4 tomes et c'était les 2 derniers. C'est une histoire didactique et c'est quand même pour les adultes, hein. Enfin c'est rayon adulte je crois. Qui parle de l'homosexualité dans un Japon qui n'est pas encore prêt à l'accepter. Donc on va suivre le jeune Mike là, celui-ci. C'est le mari du frère de lui là, Yaichi, qui est décédé. Et en fait, il s'est marié avec lui au Canada. Et en fait, après le décès de son frère, qui est le frère jumeau, donc c'est vraiment trait pour trait, ils se ressemblent, il va aller au Japon pour rencontrer sa famille. Et sa famille, c'est juste lui parce qu'il a perdu ses parents. Et ce papa a une petite fille, elle s'appelle Kana, qui est trop choupinou. Et donc il va aller rencontrer pendant 3 mois, il va passer du temps avec eux. Et il va leur faire comprendre que l'homosexualité n'est pas quelque chose qui doit être critiqué, mais accepté. Et en fait, petit à petit, ils vont former une famille. Et c'est très didactique. Il y a beaucoup de choses. Il y a des encarts sur l'homosexualité et l'histoire. Comment est-ce que ça a été accepté ou non. Vous voyez, on a ce genre d'encart. Je l'ai trouvé très intéressant. Petit cours de culture gay. C'est franchement très attendrissant. On a le point de vue des enfants qui sont quand même très ouverts d'esprit, des parents qui le sont moins, enfin plus âgés, et on côtoie des jeunes homosexuels qui n'osent pas l'avouer, qui ne font pas leur coming out, qui se cachent dans la société japonaise où c'est plus difficile. Et Mike, lui, est ouvertement gay. Et voilà, donc Yaichi, il va falloir qu'il le présente comme le compagnon, le mari de son frère. Donc pour lui, c'est pas forcément évident parce que il vient d'une culture où on n'en parle pas vraiment et il va se poser des questions. Le personnage principal, c'est vraiment le papa. Et je trouve ça intéressant de voir comment sa pensée évolue. Et dans le tome 4, notamment quand il va à l'école et qu'il va face aux préjugés par rapport à l'homosexualité et par rapport au fait qu'il vit seul avec sa fille, mais qu'il n'est pas en froid avec sa mère, ça c'est intéressant aussi. Bref, voilà, vraiment plein de sujets intéressants. C'est un manga que je conseille, notamment pour les enfants aussi, moi je trouve, parce que le point de vue de Kana, il est chouette aussi, et il ouvre les esprits. Donc vraiment un très bon manga qu'on gardera et qu'on relira, et que je vous conseille. Ce carnet de lecture est terminé et forcément j'ai lu pas mal de choses, donc je vais vous laisser là. Je vais essayer de le monter assez rapidement, mais je pense pas ce week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.